Alors bonjour et bienvenue à LVA TV. Nous avons le bonheur de recevoir Yvon Picotte, ancien ministre de l'Agriculture, qui collabore d'ailleurs à la Vie agricole maintenant depuis plusieurs années comme chroniqueur. Bonjour Monsieur Picotte. Bonjour, ça va bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, on peut souligner que la raison pour laquelle on vous retrouve dans la Vie agricole, c'est qu'un jour, avant son décès, dans l'année 2014, avec Jean Garon, j'avais évoqué à Jean Garon l'idée que c'était bien qu'il écrit chez nous depuis 4 ans, mais ce serait bien qu'il y ait un peu de répondants, qu'il y ait 2 chroniques politiques. Et il m'a dit « Ah, appelle Picotte !» C'est comme ça qu'on s'est connus. Mon ami Jean, c'est comme ça. Il dit, oui, appelle Picotte. Puis moi, je disais souvent appelle Garon, dans d'autres circonstances. Tout à fait. Et sauf que par la suite, on sait que M. Garon est décédé le 1er juillet 2014, donc la collaboration l'un et l'autre ne s'est pas faite, mais vous avez accepté dès 2014 de participer au journal. C'est avec beaucoup de peine d'ailleurs que j'ai appris un matin, parce qu'on devait se rencontrer le mardi à Trois-Rivières. Avec vous d'ailleurs, Jean Garon et moi. Ouais. Pour une nouvelle collaboration. Et le lundi matin, si ma mémoire est fidèle, ou le mardi matin, le lundi, je pense, je reçois un téléphone d'un journaliste à 5h30 du matin. C'est rare que ça arrivait de bonne heure de même. Puis il me dit, avez-vous su la dernière nouvelle? Jean Garon est décédé. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est drôle, parce que Garon et moi ont été considérés au Parlement comme 2 aides à peu près insécrables pour leur parti politique. Autant Garon de son côté que de moi. On était considérés comme 2 têtes assez difficiles à manipuler. Et on était des gars qui n'hésitaient pas à passer une journée au Conseil du Trésor pour faire changer d'idée tout le monde, parce qu'on croyait que c'était une bonne chose. On avait développé cette amitié, cette proximité, Garon et moi. On se retrouvait souvent après les périodes de questions où je l'avais contesté, entre autres, sur certains projets de loi. Et on se retrouvait après la période de questions au Café du Parlement, aller prendre un café tous les deux. Les gens qui descendaient, qui étaient allés à la période de questions, se grattaient la tête puis ils disaient « on comprend rien », ils viennent de s'engueuler en haut, puis ils sont assis ensemble, puis ils ont du plaisir. C'est aussi ça la politique. Hein? Bien, c'est ça la politique. Les seules personnes qui ne mettent pas de politique dans la soupe, ce sont les politiciens. Alors, on voit que vous avez encore la fibre un peu de votre passage au ministère. Si demain matin, vous étiez à nouveau ministre de l'Agriculture, ce serait quoi l'enjeu principal pour vous? Ben moi, je ne comprends pas que depuis que le rapport Pronovo a été fait, ça fait une dizaine d'années, 2008, oui. qu'il ne s'est pas passé rien depuis ce temps-là, ou à peu près. Quand je dis rien, là, c'est que, ben oui, on a essayé de plaire à des populations... un peu en leur donnant un petit bout de quelque chose qu'ils souhaitaient, en donnant une permission à gauche et à droite. Mais c'est pas ça que ça prenait. Ça prenait une réforme du domaine agricole. Puis c'est tellement vrai ce que je dis là, parce que moi, je vous rappelle que quand j'ai été ministre de l'Agriculture, en 1970, là, il y avait 16 000 fermes laitières, pour ne prendre que des fermes laitières. Je ne parle pas des autres domaines, mais je vais parler de 16 000 fermes laitières qui sont très actives dans nos milieux ruraux. Puis aujourd'hui, on est rendu à 5 000 fermes laitières. On a perdu plus de 50 %. Et quelles sont les raisons, selon vous, pour lesquelles les réformes ne se sont pas faites? Ben, Qu'est-ce qui a figé les réformes? Ben, c'est parce que c'est sûr que, d'après moi, là, moi, j'ai défendu déjà dans ma vie que l'UPA soit à peu près un des seuls organismes à défendre les agriculteurs. Je me dis, quand tu es dans le domaine de la construction, tu as 300 000 travailleurs de construction, tu peux avoir 3-4 syndicats là-dedans, puis ils vont avoir des forces. Quand tu es un domaine agricole où tu as 60 000 fermes, ou 60 000 agriculteurs. Dans le temps, c'était ça, là, quand on est arrivé avec le syndicalisme agricole. S'il y a trop d'entités là-dedans, on vient d'affaiblir. Sauf que ça, c'était correct pour implanter, là, de donner à des groupes une possibilité de se défendre puis d'être forts. Alors, aller jusque-là, là, il n'y avait pas trop de problèmes au début, puis moi, j'étais d'accord avec ça. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les manifestations d'agriculteurs comparativement à notre temps, là, il n'y a pas de manifestation d'agriculteurs maintenant. Là, c'est devenu quasiment quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que le monopole de l'UPA a fait en sorte qu'aujourd'hui, il ne faut plus que ce soit un monopole. Il faut que ce soit une entité qui accepte. D'abord, il faudrait que ces gens-là savent là, que
Personne ne veut travailler l'un contre l'autre là-dedans quand on veut être petit agriculteur, si on veut faire... Mais quand vous dites le monopole veut changer, est-ce que c'est l'ouverture au pluralisme syndical ou il faut que ce soit le monopole qui, lui, intègre d'autres diversités? Il ne faut pas que le monopole ait peur du pluralisme syndical. Parce que tout le monde va défendre les intérêts. Il y a moyen d'avoir une entité. Les uns ne travailleront pas contre les autres. Puis moi, je serais surpris que ça vienne affecter la grosse entité parce qu'on va permettre à des gens de faire de l'horticulture d'une autre façon. On a vu dans les derniers temps, il y a beaucoup de discours sur l'agriculture de proximité, il y a beaucoup de médias qui s'y intéressent. On sait qu'il y a eu certainement l'effet Jean-Martin Fortier, Desmarais aussi. Tout ça a créé une dynamique où on s'est intéressé médiatiquement à l'agriculture de proximité. L'Union paysanne a fait un gros travail en 20 ans, même si c'est un peu latent actuellement. Mais on sait que l'UPA aussi a fait certaines démarches. Depuis 6-8 mois, il y a un gros marketing, il y a de la publicité, ils sont allés chercher tous ruraux, Fred Pellerin. Il y a des efforts pour dire oui, la proximité c'est important, mais il n'y a rien qui bouge. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'au final, à l'intérieur, vous avez des échos, vous avez un ministre, vous avez des contacts partout? Est-ce qu'il y a des choses qui changent ou ça ne change pas? Parce qu'on a entendu le numéro 2, M. Doyon, récemment, au mois de mai, dire ça ne marche pas, c'est la proximité. C'est une vision. Moi, j'ai entendu M. Doyon, là. Aujourd'hui, on est capable d'aller sur la Lune. Là. Fait qu'on ne fera pas à croire qu'on n'est pas capable de trouver des mécanismes qui vont faire en sorte que tout ce beau monde-là peut se parler pour que ça marche. Il y a des gens qui vont perdre des choses, qui vont devoir céder de la force. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être plus faibles à cause de ça. Ça veut tout simplement dire que moi, je pense qu'il y a moyen de regarder si on n'élèvera pas des cochons en plein bois, puis tout ça. C'est pas ça que le monde demande. Et d'ailleurs, pourquoi que les politiciens sont assez sensibles à ça? Parce que l'agriculture de proximité, là, elle n'est pas à négliger. Regardez ce que font présentement là, les Québécois. Là. On n'a pas de statistiques là-dessus, mais on va en avoir bientôt sûrement. Depuis que Trump a commencé à mettre des embargos un peu partout, puis d'arrêter, puis de mettre de la surcharge, là, qu'est-ce que les Québécois font? Ils disent on va boycotter les produits des États-Unis pour acheter chez nous, quitte à se payer un petit peu plus cher, on va faire ça différemment. On a facilement que les Québécois sont capables d'embarquer là-dedans. Mais on va trouver des mécanismes pour vivre ensemble. Voyons donc, ça ne doit pas être si compliqué que ça. On a des familles reconstituées aujourd'hui, ça marche. Et puis pourtant, on sort d'une politique bioalimentaire qui a été un chantier démarré par Pierre Paradis, continué par Laurent Lessard. Ça accouche un peu d'une souris, cette histoire-là. Ça accouche d'une souris parce que quand on fait une politique, j'en ai fait des réformes moi, un peu partout où j'ai passé, là, la réforme du développement régional, ça va heurter des gens en quelque part, mais il faut que tu leur fasses prendre conscience que c'est pour du plus. Puis finalement, ça va bien s'organiser. Il n'y a pas de chose, je pense, qui ne peut pas bien s'organiser si on est ouvert au changement. Mais moi, je sens personnellement, là, et l'UPA, j'ai de l'estime pour l'UPA comme n'importe quel autre groupe, mais je sens que les autres ne sont pas ouverts au changement. Ils sont hermétiques. Alors, mais si vous dites que l'UPA n'est pas ouvert au changement, le changement, de toute façon, c'est pas l'UPA qui va le faire, c'est le gouvernement, puisque c'est législatif. Puis il faut qu'un ministre de l'Agriculture dise, écoutez, là, voici là, ce sur quoi on doit travailler. Puis si vous ne voulez pas faire le changement, je vais vous l'imposer. Oui, là on s'entend que le dernier ministre de l'Agriculture qui a un petit peu tenté de dire je vais faire un changement, son futur a changé un peu. Hein? Bien, son futur a changé. D'abord, il ne se représentera pas. Puis deuxième des choses, c'est que... Vous êtes certain de ça, vous? Il ne se représente pas? Ah, je ne penserais pas. Puis je suis certain d'une chose, en tout cas, c'est que d'autant plus là, que moi, avec l'expérience que j'ai, je dirais à mon premier ministre, s'il me nommait ministre de l'Agriculture tout de suite le lendemain des élections, là, c'est le temps, on va mettre les cartes sur la table, on va faire ça. Puis dans 4 ans, ils vont s'habituer à vivre avec ça. Puis ils vont probablement venir nous dire que c'est une maudite bonne affaire. Est-ce qu'il y a un parti politique au Québec actuellement qui est capable de dire à son ministre de l'Agriculture, regarde, fais ce que tu veux, fais ce que tu as à faire, tu as 4 ans devant toi? Ça là, le parti politique, c'est pas au parti politique qu'il faut qu'il fasse ça. C'est celui qui va accepter la job de ministre de l'Agriculture. Il faut qu'il s'assoie avec son premier ministre, s'appellera comme il voudra, là, dire, regarde, moi, c'est quoi l'importance que tu accordes à l'agriculture? Parce que de tout temps, là, allez pas vous imaginer que Jean Garon a eu de la facilité à vendre à René Lévesque ou à son caucus de sondage agricole. C'était épouvantable. Là, hein? Bon.
Allez pas vous imaginer que moi, j'ai eu de la facilité à vendre aussi certains programmes agricoles là, à l'intérieur du développement régional. Là. Si moi, j'avais pas eu l'appui de Robert Bourassa, si Jean Garon n'avait pas eu l'appui de René Lévesque, là, il ne serait rien passé en agriculture à part que de la laisser aller comme ça s'en va. Puis quand il y a un petit problème, on met un bon plaster, un bon diachinon, on calme ça, là, bien comme il faut, puis ça va au prochain problème. Mais on ne fera jamais développer une entité comme ça, on ne fera jamais... Écoute, c'est important. Est-ce que... Il faut revenir à la philosophie de Garon, avec laquelle j'étais d'accord, c'est de dire, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut que les agriculteurs nourrissent le Québec? Donc, on est loin. D'où le 80% d'autosuffisance qu'il y avait du temps de Garon et le 30 d'aujourd'hui. Bien voilà. Et on parle d'autosuffisance. On sait très bien qu'on n'atteindra pas l'autosuffisance à 100 %. Ça, tout le monde sait ça. On n'a pas de climat pour ça. Des fois, c'est le climat. Des fois, c'est d'autres choses. Des fois, c'est l'argent. Mais on sait très bien, par exemple, que c'est pas normal que dans le temps de Garon, puis au début, même moi, quand j'étais là, qu'on se rapprochait du 80 % d'autosuffisance, puis que maintenant, après, 20 ans après, on se retrouve à 30 %. Bien, tantôt, là, puis on pourra en parler, là, quand j'entends les gens, moi, qui commencent à vouloir mettre en péril des acquis pour favoriser un gars comme Trump, là, aux États-Unis, dire, ça va vous coûter bien moins cher. Ça va nous coûter moins cher, mais quand on va être rendu à 10 % d'autosuffisance, ça va nous coûter bien plus cher. Merci, M. Picotte.